L'idée ici, c'était d'abord de vous parler d'assurance soins de longue durée. Les assurances soins de longue durée, c'est en fait un problème qu'on va placer, c'est un peu là, dans les trois générations de produits, c'est un peu le frère du milieu, c'est-à-dire un produit qui est arrivé vers les années 90 aux États-Unis, dans d'autres pays. Un produit beaucoup plus vieux pour assurer contre le risque de longévité, le risque de vivre très vieux puis de ne plus avoir d'épargne, c'est les rentes viagères. Donc ça, c'est un produit qui existe depuis très, très, très longtemps. Et puis les hypothèques inversées, c'est un produit très, très, très récent. Donc ici, on va vous parler de résultats de recherche qu'on a fait donc avec différents collaborateurs. Martin était bien sûr impliqué. Sébastien Boxcouillard, un étudiant de maîtrise CHEC qui a terminé son mémoire sur les rentes viagères, qui a été sur le marché du travail, mais qui, au grand bonheur de son directeur, maintenant considère des études doctorales, donc a travaillé sur les rentes viagères. Donc c'est quelqu'un qu'on va revoir dans le paysage, soit ici ou ailleurs. David Boisclair, qui est notre directeur institutif à l'Institut. Où est-ce qu'il est, David? Il est juste là, qui a piloté beaucoup les enquêtes qu'on a fait avec Martin et d'autres. Ismaël Chouanière-Kafkar, qui est étudiant de doctorat à l'UQAM, que je dirige, juste là derrière. Un étudiant qui devrait finir d'ici 1 an pour les intéresser, donc qui travaille, qui a un gros élément de sa thèse, c'est sur les hypothèques inversées. Donc, plusieurs des résultats que je vais présenter, c'est Ismaël qui a travaillé sur ces éléments-là. Donc, une équipe d'étudiants et de chercheurs donc, qui avons essayé de pousser plus loin sur ces produits. Donc, le contexte, gain inespéré en termes de longévité. Ça a 2 effets. Ça a un effet, même s'il n'y a pas d'incertitude, même si on sait quand on va mourir, si on vit plus longtemps, ça nous prend un peu plus d'épargne qu'on va devoir accumuler pour s'assurer qu'on va vivre plus longtemps. Donc, en principe, il faudrait avoir davantage de richesse. Cependant, gain inespéré de longévité veut aussi dire risque accru de longévité, ce qui veut dire, en termes financiers, de survivre à ses épargnes. Donc, la possibilité de vivre jusqu'à 100, 110 ans, 121 ans, comme la doyenne de l'humanité, celle qui a vécu le plus longtemps. Donc, ce risque-là, il est important, puis on peut vouloir s'assurer contre ces risques-là. Donc, gain inespéré en termes de longévité, ça devrait être un contexte favorable à penser à la gestion des risques à la vieillesse. Régime de complémentaire, grand mouvement à ce niveau-là, au Canada, comme ailleurs, précédé aux États-Unis, qui est arrivé plus rapidement. Changement des régimes de type prestation déterminée, qui nous donnait une rente viagère et donc qui nous protégeait contre ce risque-là de longévité. Bien, ces régimes-là ont pratiquement disparu aux États-Unis, puis ici, bien, ils sont en voie aussi de suivre la même direction. Régime cotisation déterminée, dans sa forme la plus simple, bien, elle vous aide à cotiser, à amener de l'argent jusqu'à la retraite, et au moment de votre retraite, bien, vous donne un chèque, essentiellement, si on veut simplifier, souvent de plusieurs centaines de milliers de dollars, et là, bien, vous devez gérer le risque. Donc, combien j'en dépense chaque année? J'en dépense-tu 20 000, 30 000, 40 000, 50 000? Et là, bien, vous voyez que la longévité va être importante. S'il y a un risque que je vive jusqu'à 110 ans, je ne peux pas commencer à en sortir 40 000 par année parce que je vais me retrouver avec très peu de ressources, risque de pauvreté, et ainsi de suite. Donc, c'est un contexte qui est favorable aussi à la gestion des risques dans ce domaine-là. Puis, finalement, la prépondérance accrue du patrimoine immobilier dans l'actif des ménages, qui est due essentiellement à une composante importante. Vous allez le voir tout à l'heure, croissance des prix immobiliers dans surtout certaines villes canadiennes a été tellement énorme que quand on regarde la fraction du portefeuille des ménages qui est en patrimoine immobilier, bien, c'est énorme. Okay? Donc, comment est-ce qu'on fait par la suite pour utiliser potentiellement ce patrimoine-là? Si on ne veut pas laisser ça, par exemple, à nos enfants, bien, on a un dilemme. Comment est-ce qu'on peut, en quelque sorte, utiliser? Pensez à la personne qui a acheté une maison à 400 000 dans le centre-ville de Toronto, il y a 30 ans ou 40 ans, puis que ça vaut aujourd'hui 3 millions, 4 millions, un puits d'hypothèque. Bien, elle aimerait peut-être ça, pouvoir utiliser une certaine partie de l'équité sans nécessairement quitter le domicile. Donc, pensez dans ces termes-là à la gestion, comment est-ce qu'on décumule notre richesse, mais aussi comment on gère différents risques quand on vieillit. Donc, les rentes, certaines solutions existent. Il y a les rentes individuelles, essentiellement une rente, et dans sa forme la plus simple qu'on va discuter aujourd'hui, c'est un décaissement aujourd'hui, donc on paie quelque chose aujourd'hui contre une promesse d'avoir un revenu garanti jusqu'au décès. Ça peut être une rente immédiate, ça pourrait être une rente différée, puis je pense qu'on en parlera même dans le cadre du panel, donc de dire, bien, la rente commencera seulement à un certain âge.
Et cette rente-là, on voit bien qu'elle nous protège contre le risque de vivre très vieux, parce que seulement ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé notre capital à quelqu'un et contre une promesse d'être payé jusqu'à notre mort. Hypothèque inversée, si on veut capitaliser sur le fait qu'on a fait beaucoup d'argent dans le secteur immobilier, sur notre résidence principale, mais qu'on a de la difficulté à pouvoir l'extraire pour l'utiliser pour la consommation, on peut avoir un prêt aujourd'hui et à ce moment-là, on remboursera à la vente de la maison. Et la caractéristique, comme on le verra, très importante de ces produits-là, c'est que ce qu'on va devoir rembourser, c'est le minimum entre le prix de vente et la valeur du prêt. Donc, si le prêt vaut plus que la valeur de la maison, on n'a pas à rembourser cette différence-là du reste de notre patrimoine. Okay? Donc, ça, c'est la caractéristique très importante de ce produit-là, qui est aussi une forme d'assurance. Taille de marché, un peu comme Martin l'a fait, on peut faire des petits calculs simples parce que ce n'est pas évident de trouver des bonnes données sur tous ces marchés-là. Ça, c'est un thème récurrent. C'est une des raisons qui nous a poussé à faire des enquêtes. En 2017, les rentes individuelles, 16 milliards en prestations, 14 milliards en primes. Donc, ça, c'est des rentes privées, ce n'est pas des rentes de régime de retraite public, et ainsi de suite. Et 17 milliards en 2010, donc un marché qui n'a pratiquement pas bougé. Si on veut mettre ça en contexte, des actifs de retraite, selon Statistique Canada, qui sont dans de l'épargne individuelle, donc qui n'est pas dans des régimes publics ou des régimes d'employeurs, l'épargne individuelle, donc qui serait potentiellement un bassin d'actifs intéressant pour acheter des rentes. La valeur au Canada, c'est d'1,3 trillion, 1300 milliards. Donc, 16 milliards sur tout ça, c'est très faible. C'est un petit marché comparativement à l'actif total en termes d'épargne retraite individuelle des Canadiens. Hétérogénéité des produits. À l'intérieur du marché des rentes, en fait, les rentes de type classique qui ont été étudiées en économie et en finance, des rentes fixes, immédiates, c'est une très faible proportion du marché. La plupart des rentes qui sont vendues sont des rentes variables où il y a une composante fixe, mais il y a aussi une composante qui varie selon le marché. Quand on va sur le pourvoyeur ou le fournisseur de données sur le prix des rentes, si on veut acheter des rentes, par exemple, si on a un courtier d'assurance, une des sources au Canada très utilisées, c'est Canex. Et sur Canex, on peut rentrer les caractéristiques de la personne pour qui on veut acheter une rente, et puis on peut avoir un ensemble de quotes, d'assurance. Et en 2018, grande surprise comparativement dans le passé, pour les rentes qu'on considérait, on avait seulement 4 concurrents, un spread de juste 3 % entre le prix de chacune des rentes. Donc, très peu de variation en termes de prix, puis seulement 4 quotes sur Canex, quand c'était plutôt 10 ou 12 au milieu des années 2000. Donc ça, c'est intéressant. Hypothèque inversée, en 2017, ça, c'est des chiffres qui nous ont été fournis par Home Equity Bank. Oui, Éric Bisaillon, est-ce qu'il est juste là, Éric? Merci. Donc, 608 millions donc, en nouvelles hypothèques inversées, 4000 prêts environ. Une croissance phénoménale depuis que ce marché-là a débuté. Croissance annuelle, bien sûr, on part d'une très petite base, mais une croissance de 32,5 %. 3 milliards d'actifs, donc quand on disait tout à l'heure 15 milliards pour les rentes, 3 milliards, c'est encore plus petit. Donc, il y a 20 000 prêts en ce moment qui sont sur le marché. Un joueur prédominant, Home Equity Bank, Éric parlera tout à l'heure de leurs particularités. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé un peu de la même manière que Martin a fait avec les assurances soins de longue durée. On a pris 3 000 répondants, Colombie-Britannique, Ontario, Québec. La raison pour ça, c'est la composante immobilier. On voulait être certain d'aller chercher les zones où les gens avaient eu de la croissance très importante en termes de valeur immobilière. Donc, il y a une surpondération même des gens qui vivent dans les régions métropolitaines de Vancouver, Toronto et Montréal. 55 à 75 ans, parce que c'est aussi la zone d'âge où on pense à acheter des rentes viagères, puis aussi à peut-être prendre des hypothèques inversées. Questionnaire détaillé sur caractéristiques socio-économiques, actifs, revenus, les préférences, connaissance des risques et solutions financières, et des préférences pour certains produits hypothétiques. Puis on va voir que c'est ça la caractéristique principale de ces enquêtes-là ou de ce moyen-là méthodologique. Les rentes, théorie sur les rentes, date de 1962. IARI, si on a des marchés complets, ça veut dire des marchés où on peut emprunter facilement. Donc, assurance complète est optimale contre le risque de longévité si la prime sur une rente viagère
est juste d'un point de vue actuariel. Si la prime a un bon prix, les gens devraient tout prendre la richesse qu'ils ont à la retraite, acheter des rentes avec ça, et donc assurance complète contre le risque de longévité. Bien sûr, marché incomplet, possibilité qu'il y ait moins de concurrence, des intentions de legs, donc l'idée qu'on voudrait peut-être laisser de l'argent à nos enfants, donc peut-être qu'on ne veut pas acheter une rente dans ce cas-là, bien, ça diminue la demande d'annuité, mais c'est très rare que ça l'anéantit, en quelque sorte. La couverture partielle demeure, dans ces cas-là, demeure optimale. L'intention de legs réduit l'attrait dans certaines études beaucoup, dans d'autres études très peu. Donc, la bottom line de ça, c'est que la théorie nous dit, de manière générale, les gens devraient considérer une couverture partielle d'annuité assez importante. Au Canada, chez les personnes pauvres, probablement pas parce que le taux de remplacement est très élevé. Donc, la rente implicite qu'on reçoit à pension vieillesse, supplément de revenus, si on en a, et régime des rentes du Québec est probablement suffisant. Donc, on a peut-être une très faible demande pour davantage de rentes. Mais quelqu'un qui a les moyens devrait avoir, en principe, une demande partielle pour de l'assurance supplémentaire, donc pour des rentes viagères supplémentaires. Et on ne le voit pas. Donc, l'optimalité de ce côté-là est assez claire. C'est un peu, du côté des rentes viagères, je pense que c'est un peu plus clair que dans le cas de l'assurance soins de longue durée. On devrait s'attendre à avoir un marché beaucoup plus important pour les rentes viagères, puis on le voit peu. Bien sûr, il y a des barrières cognitives, il y a toutes sortes de comportements ou de barrières psychologiques qui font en sorte que les gens ne valorisent pas les rentes, mais ça demeure quelque chose donc de très important. Alors, l'élément sur lequel je ne vais pas faire comme Martin puis essayer de couvrir toutes les raisons pour lesquelles les gens n'ont pas de rente, on va s'attarder à un élément précis qui est souvent cité, qui est le pricing. Est-ce que le prix des rentes est mauvais? Est-ce que c'est ça qui fait que les gens n'en achètent pas? Okay? Il y a deux conditions pour que ça explique la faible demande. Une, c'est qu'effectivement le pricing soit mauvais. Deux, ça soit que les gens réagissent au prix. Si les gens sont insensibles au prix, mais le pricing est mauvais, c'est pas ça qui va expliquer la faible demande. Si le pricing est mauvais et en plus les gens sont très sensibles au prix, c'est-à-dire n'aiment pas les produits qui ont un prix très élevé, bien, ça peut expliquer la faible demande. Donc, on va se concentrer sur ça. Comment est-ce qu'on fait ça? On prend les données de Canex sur les primes et les prestations pour des rentes immédiates par âge par sexe. On prend des données de longévité et là, c'est là qu'on innove par rapport à ce qui existe. Oui, on prend des projections, des tables prospectives, on les prend de StatCan, ils sont plus optimistes que des tables actuarielles. Puis on le fait, en quelque sorte, en se disant, bien, on va prendre ces tables-là, on va essayer de prendre ce qui est le plus optimiste en termes du futur, voir quel genre de pricing on obtient avec ça. Après, on prend un modèle de microsimulation qu'on a ici à l'Institut, dans l'une des chaires qui travaille à ces travaux, qui contribuent. Et on est capable de calculer pour chaque individu, selon son profil de santé, son éducation, et ainsi de suite, bien, une table de survie, si on veut, en langage actuel, une table de mortalité individuelle. C'est-à-dire, bien, vous avez telle caractéristique, bien, on est capable de vous dire que votre espérance de vie résiduelle est de temps. Donc, on va prendre ça. Et finalement, on va demander aux gens, un peu comme Martin a fait, bien, c'est quoi la probabilité que vous pensez que vous allez vivre jusqu'à 85 ans? Puis on va construire à partir de ça aussi des tables de probabilité perçues par l'individu. On va actualiser ces choses-là ici. Sans rentrer dans les détails techniques, on va prendre une hypothèse conservatrice sur le taux de rendement obligation corporative, parce qu'il y a quand même un peu de risque quand on achète une rente viagère dans le secteur privé. On ne peut pas utiliser le taux sans risque. C'est quand même une rente qui est vendue par une institution financière. Donc, on prend un taux de 3 % et on calcule ce qu'on appelle un money's worth. Un money's worth dans cette littérature-là, c'est de dire, bien, on regarde la valeur présente de tout ce qu'on me promet sur Canex, avec les hypothèses de mortalité, avec l'actualisation. Puis on divise ça par la prime qu'on me demande de payer. Si ça, c'est égal à 1, bien, ça veut dire que le pricing est à peu près correct selon les hypothèses que j'ai utilisées. S'il est plus petit que 1, ça veut dire que le pricing n'est pas très bon. S'il est plus grand que 1, ça veut dire que c'est très favorable, okay, d'un point de vue de rendement. Okay? C'est beau? Donc, on fait ça pour les hommes et les femmes. On fait des moyennes par âge. Et si on se concentre d'abord sur la colonne du centre, COMPA, qui est notre modèle de microsimulation, on voit que les rentes, de manière générale, ont un money's worth inférieur à 1. Plus petit, en général, que 90 cents sur le dollar. Donc ça, la manière d'interpréter ça, c'est de dire pour chaque dollar de prime que je paye, je reçois, par exemple, une femme de 55 ans reçoit 88 cents en valeur présente
de ce qui est promis. Ça diminue avec l'âge, pour toutes sortes de raisons. Et donc là, si on va voir Table, c'est les tables de Statistique Canada. On voit à ce moment-là que le pricing est un petit peu plus mieux, mais on reste en dessous d'1. Et ce qui est intéressant, si on va dans le subjectif, ce à quoi les gens pensent en termes de probabilité de survie, c'est 1. Donc déjà, ça nous dit, bien, la raison, ce n'est pas que les gens ont une mauvaise perception du risque de mortalité, puis qu'ils sont très pessimistes par rapport à combien de temps ils vont vivre. En fait, c'est quasiment une bonne affaire ou c'est quelque chose par rapport à laquelle ils devraient être enclins si on suivait leur anticipation. Donc, ce n'est pas les anticipations subjectives. Et quand on regarde les autres tables, on voit que c'est inférieur à 1. Donc, le pricing, premier objectif, pricing. Puis là, il y a beaucoup de détails derrière ça, il y a beaucoup d'analyses. Pricing, du point de vue du consommateur, là, je ne parle pas est-ce que c'est profitable pour les assureurs, ainsi de suite, ça, c'est une autre discussion. Pricing du point de vue du consommateur, bien, on perd un petit peu d'argent quand on achète ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas en acheter. La littérature nous dit, même si le pricing est unfair, même s'il n'est pas juste, on devrait quand même potentiellement en acheter parce qu'il y a une valeur à s'assurer. La composante assurance est aussi très importante. Connaissance du produit, un peu comme Martin l'a fait, bien, il y a 10 % des gens qui nous disent qu'ils ont une rente. De manière très intéressante, la grande majorité du temps, et ça parle peut-être encore à l'hypothèse de l'offre, tout près de 67 % des gens qui en ont une se l'ont fait offert. Donc, quand on dit en anglais « power of suggestion », quand même très important à ce milieu-là, les gens qui en ont, les 2/3, c'est parce qu'ils se sont fait offrir. Ça, c'est important. Quand on va regarder du côté de ceux qui n'en ont pas, bien, on se rend compte que déjà, on voit que la proportion qui n'ont aucune connaissance de ce que c'est une rente, bien, c'est beaucoup plus important. Près d'une personne sur 4 n'a aucune connaissance, 2 personnes sur 3, très peu, et il y a seulement une personne sur 10 environ qui a une bonne connaissance des rentes puis qui a décidé de ne pas en acheter. Pourquoi vous n'avez pas une rente? Raison intéressante, ici, vu qu'on se concentre sur le pricing, la raison qu'on peut interpréter comme étant une question de pricing, c'est bad value for money, money's worth. Okay? Puis on voit que c'est seulement 10 % des gens qui considèrent que ça, c'est la raison principale. Pourquoi ils n'en ont pas acheté. Okay? Donc maintenant, est-ce que les gens sont sensibles au prix? Donc, ce qu'on peut faire, ce qu'on fait essentiellement dans ces expériences-là, c'est qu'on leur offre des produits aux gens. Mais il y a quelque chose qu'ils ne voient pas. C'est qu'à chaque fois qu'on leur montre un produit, avec une prime et une prestation, nous, derrière, on varie le money's worth. Donc, ce qu'on est en train de faire, on change la prime de manière aléatoire, chaque répondant a des scénarios différents. Puis comme ça, on est capable d'aller chercher la sensibilité au prix, sans qu'on ait demandé aux répondants, si on augmentait le prix de 10 % est-ce que vous en demanderiez moins? Ça, c'est des questions un peu trop leadées. Ça donne un peu trop l'intuition sur ce que devrait faire la personne. Le fait qu'on randomise, c'est un peu comme en médecine, bien, ça garantit qu'on est capable d'estimer l'effet causal de cette variation de prix sur les préférences des gens. Okay? On fait ça 5 fois par répondant, on recalcule les money's worth à chaque fois, un gros calcul, et par la suite, on analyse par régression parce qu'on veut contrôler pour plusieurs autres raisons pourquoi les gens auraient une préférence pour les rentes. Et puis, on regarde la sensibilité au money's worth. Et ça, ici, c'est des élasticités. Les économistes aiment parler d'élasticité. Pourquoi? Parce que ça n'a pas d'unité en dollars. Ça dit essentiellement, une élasticité, ça dit, bien, si j'augmente le prix, ou dans ce cas-ci, le money's worth de 10 % relatif, donc mettons de 1 à 1,10, de combien va changer la demande ou la probabilité d'en acheter, encore une fois, en termes relatifs. Donc, si on trouve 10 %, bien, ça donne une élasticité de 1. Donc, on regarde ça, puis on voit que les gens sont sensibles au prix. Donc, ça, c'est des estimés avec des intervalles de confiance. Élasticité d'à peu près 0,75. Donc, important. Donc, c'est inélastique, mais il y a quand même une sensibilité au prix. Maintenant, si on revient à notre question origine, est-ce que le pricing est à l'origine de la faible demande pour les rentes? La réponse est non. Les intentions moyennes ici, dans cette enquête-là, sont environ de 13 %. Si on utilise ces élasticités-là avec les money's worth qu'on a vus sur le marché, qui sont environ de 85 sous sur le dollar, on serait capable d'expliquer au plus environ une augmentation de 2 points de pourcentage si jamais on améliorait le pricing des rentes. Okay? Donc, ce n'est pas le pricing qui explique ces choses-là. Et là, je vais sauter aux hypothèques inversées. Okay? Donc, ce n'est pas une question de pricing, c'est peut-être une question d'information, c'est peut-être une question d'offre, encore une fois. Et ça sera quelque chose dont on pourra discuter plus tard. Hypothèque inversée. Maintenant, on se trouve vers un autre moyen, en quelque sorte, d'assurer le risque de longévité.
de financer notre consommation à la retraite. C'est quoi la théorie sur ça? Parce qu'il faut toujours commencer par la théorie et se dire, bien, qu'est-ce qu'on a comme guide pour se dire, bien, est-ce qu'il faut en acheter, est-ce qu'il ne faut pas en acheter? C'est quoi le comparable pour une hypothèque inversée? Bien, c'est une marge hypothécaire. Je pense que c'est le substitut le plus près. Marge hypothécaire nous permet d'emprunter jusqu'à une certaine proportion de la valeur de notre maison. Et la différence avec l'hypothèque inversée, c'est ce qu'on appelle en anglais le Non-Negative Equity Guarantee. Quand j'achète une hypothèque inversée, l'emprunteur doit rembourser seulement le minimum entre le prix de vente et la valeur du prêt au moment de la vente. Okay? Donc, c'est une assurance. Si jamais le marché immobilier plante, puis que mon prêt, la valeur de mon prêt au remboursement croît, bien, si j'ai une marge hypothécaire, là, on peut venir à ma mort chercher l'argent qui était destiné à mes enfants dans mon patrimoine pour payer cette dette-là. Cependant, si j'ai une hypothèque inversée, on va avoir ce qu'on va appeler la Non-Negative Equity Guarantee, donc seulement remplacer le minimum. Donc, les facteurs augmentant l'attrait, contrainte de liquidité, la personne à Toronto où les prix ont augmenté, le coût de la vie a augmenté, vit dans une très grosse maison, n'est pas capable d'extraire cette équité-là, bien, l'hypothèque inversée offre ça. C'est un excellent, quelque sorte, moyen pour le faire. Cependant, il faut réfléchir comme il faut parce que la marge hypothécaire aussi offre ça. Donc là, il faut, la différence entre les deux, c'est cette Non-Negative Equity Guarantee. Tendance future à la baisse du marché immobilier, c'est clairement un marqueur très, très, très important pour l'attrait. Connaissance du produit, est-ce que les gens connaissent les hypothèques inversées? On n'a pas demandé directement, est-ce que vous connaissez c'est quoi une hypothèque inversée? Les gens nous auraient dit, oui, oui, oui. Non. On a décrit qu'est-ce qu'était une hypothèque inversée. On a dit, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'existence d'un produit qui ressemble à ça? Vous avez la description en haut. Vous voyez, au Canada, à peu près 3 personnes sur 4 nous disent, ben oui, déjà entendu parler de quelque chose qui ressemble à ça. Êtes-vous capable de me le nommer? Puis là, on leur donnait une liste de choses. Mais là, il y a seulement la moitié de ces 60 de ces 75 %-là qui ont été capables de nous le nommer. Et ça donne, si on fait le calcul rapide, à peu près 44 % des gens qui, d'un, ont déjà entendu parler d'un produit comme ça, et de deux, sont capables de le nommer. Okay? Donc, ce n'est pas très élevé. Donc, encore une fois, ça parle méconnaissance, de manière générale, du produit. Maintenant, de la même manière qu'on a fait avec les rentes, si on veut valoriser ou si on veut calculer la valeur d'un NEG, ce qu'il va falloir faire essentiellement, c'est calculer la prime par rapport à une marge hypothécaire à taux fixe. La NEG, elle va dépendre de différentes choses. La valeur de cette garantie-là qu'on a, qu'au décès, la valeur du prêt vale plus que la valeur de notre hypothèque. Ça va dépendre de la longévité. Si je vais vivre très, très vieux, bien, il y a une très haute probabilité que la valeur du prêt va être plus élevée que la valeur de ma maison. Ça va dépendre du taux sur le prêt. Ici, on va s'ancrer sur une marge hypothécaire à 4 % à taux fixe, qu'on peut retrouver au Canada. Puis on va regarder la valorisation par rapport à la prime. Qu'est-ce qu'on est prêt à payer de plus pour cette garantie-là contre, en quelque sorte, une perte? Et l'actualisation, et là, c'est un truc très technique de pourquoi 3,8 %, ça, je pourrais y revenir. Et la valeur de la maison est très, très, très importante dans ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que l'évolution de la valeur future de la maison, c'est ça qui va déterminer, en quelque sorte, la probabilité de me retrouver avec cette perte-là potentielle. Donc, il y a à la fois des hypothèses à faire sur la croissance déterministique des prix des maisons, mais il y a aussi des hypothèses importantes à faire sur l'incertitude, parce qu'on ne sait pas comment les prix des maisons vont évoluer. Okay? Donc, c'est un calcul très complexe, puis j'épargne les détails. Les panélistes, je leur avais donné plein de belles équations. J'espère qu'ils ont fait leur devoir, qu'ils ont regardé ça comme il faut. Puis ils ne vont pas me dire, mais il y avait une grosse erreur à un moment donné ici. On espère que non. Et donc, on peut calculer numériquement la valeur de cette prime-là. Donc, la manière de l'interpréter, c'est de dire, bien, 4 % c'est ce que je peux avoir avec une marge hypothécaire. Si je pourrais acheter une hypothèque inversée, quel serait le taux total que je devrais me faire charger? Et sur le marché, bien, on trouve un taux fixe de 6 %. Okay? Donc, il y a une marge, une prime en quelque sorte de 2 %. Puis là, on essaie de voir du point de vue de l'individu, est-ce qu'on est capable d'arriver à ça? Bien sûr, un fournisseur de ce genre de produit-là va se protéger contre le risque de la NEG en ne permettant pas d'emprunter toute la valeur de la maison au départ. Donc, il va fixer ses maximums empruntés de loan to value.
Et vous voyez, pour une personne de 55 ans à Montréal, c'est environ 26 35 42 ainsi de suite. Ça varie selon les provinces. Donc, si on valorise le produit, ça c'est un petit calcul. Sur l'axe de Y, on a la valeur présente, si on veut, l'argent qu'on peut faire en offrant un produit ou qu'on peut obtenir en termes de consommateurs en offrant ce produit-là en fonction de la prime, le 4 plus la prime, s'il n'y a pas de croissance dans les prix des maisons dans le futur. Si les prix sont constants, bien là, on va trouver un point d'intersection où la valeur est de 0. Ça veut dire que la prime qui est chargée est juste par rapport à la valeur de la N-egg. Et on va obtenir 1 %. Donc, ça veut dire que le taux juste serait 5 % sur une hypothèque inversée par rapport à 4 % sur une marge hypothécaire. Bien sûr, ça va varier selon la croissance des prix des maisons. Et si je pars de 0 %, bien, on trouve notre 1 %. Si on s'en va dans le négatif, croissance de prix négative, bien là, on voit que tout d'un coup, la prime qu'il faudrait charger, elle augmente énormément parce que la probabilité est très élevée. Et si on s'en va du côté positif, la prime tombe essentiellement à 0. Okay? Historique des prix des maisons, ça c'est la croissance dans les 3 villes qu'on a ici. 6 % annuel Vancouver, 7 % Toronto, 3,7 % à Montréal. Bien sûr, on ne sait pas ce que ça va être dans le futur, mais on peut mettre ces hypothèses-là dans le modèle, dire bien, si ça se poursuivait de cette façon-là dans le futur, quelle serait la valorisation de ces produits-là. Et là, bien, on obtient essentiellement que le taux actuariel sur une hypothèque inversée serait très près du 4 % sur une marge hypothécaire. Donc, il n'y a pas vraiment, de ce point de vue-là, de la valorisation de l'individu, une valeur ajoutée ou une prime qu'on voudrait payer pour se protéger contre ce N-egg-là. Et ça, c'est dû à deux choses. D'abord, parce que les prix des maisons, s'ils continuent de cette façon-là, ils vont croître de manière très importante. Puis deuxièmement, parce que le cap sur combien on peut emprunter en termes de la valeur de la maison est gardé à un niveau relativement faible qui fait en sorte que il n'y a pas beaucoup de différence. Qu'est-ce que pensent nos répondants? Bien, sur 5 ans, la grande majorité de nos répondants croient à une hausse des prix des maisons. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais c'est ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils comprennent? Bien, quand on regarde leurs intentions d'achat d'hypothèque inversée qu'on leur propose, ils ne comprennent pas le concept de l'hypothèque inversée. Parce que quand ils croient que le marché va croître beaucoup dans le futur, ils ont plus de demandes pour une hypothèque inversée quand ça devrait être l'inverse. Quand ils devraient d'abord penser, s'il y a une décroissance des prix des maisons, ils devraient avoir une demande beaucoup plus élevée. Encore une fois, sensibilité au prix. Si les gens ne sont pas sensibles au prix d'une hypothèque inversée, bien, tant pis. Le pricing n'est pas tout à fait à la valorisation, mais ce n'est pas plus grave. On refait le même genre de calcul qu'on a fait tout à l'heure. On obtient que les gens sont assez sensibles, puis presque aussi sensibles que pour les rentes, même plus. Okay? Donc, ils sont très sensibles. Ça fait augmenter la demande de combien? Bien, d'intention d'achat moyenne de 6-7 %, quand même beaucoup plus que ce qu'on a dans le marché. Ça fait augmenter même pas d'un point de pourcentage. Okay? Donc, ce n'est pas le pricing, encore une fois, qui est à la base de la faible demande, quoique, c'est sûr que ça ne peut pas nuire si on est capable de donner une meilleure valorisation au produit, donc pour avoir une demande plus élevée. Mais il y a méconnaissance, encore une fois, ça c'est la conclusion qui en fait transcende ces trois études-là. Constat, pour terminer, les deux produits sont méconnus, tant les rentes que les hypothèques inversées. Puis les rentes, c'est un peu moins pardonnable parce que c'est là depuis très longtemps. L'hypothèque inversée, on comprend que c'est nouveau puis qu'il y a très peu de joueurs sur le marché. Les rentes sont pas juste d'un point de vue actuariel, mais demande relativement inélastique ne peut pas expliquer la faible demande. Considération similaire dans le cas des hypothèques inversées, où là, bien, le prix par rapport aux rentes, c'est clair que la valorisation par rapport à une marge hypothécaire n'est pas tout à fait présente au niveau d'emprunt qu'on permet en ce moment. Mais bien sûr, pourrait être plus élevé s'il y avait un marché immobilier baissé à l'avenir. La demande est élastique, mais encore une fois, ça ne peut pas expliquer pourquoi la demande est faible.